Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal Le Vrai. À la présentation, Gisèle Débat, le titre. La Cour d'appel vient de condamner Vital Kamerhe à 13 ans de travaux forcés au second degré. L'ancien directeur de cabinet du chef de l'État poursuivi pour détournement de fonds destinés au programme de 100 jours dans son volet maison préfabriquée. Exécution du budget 2021, la primature a dépensé 11,4 millions de dollars américains à la fin du mois de mai. Et la deuxième partie de ce journal est consacrée à l'invité, à présent le développement. Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du chef de l'État, a été condamné en appel à 13 ans de travaux forcés et ses co-accusés Jamal Sami à 6 ans et 1 an pour Jano Mouhima. Suivez. L'ancien directeur de cabinet du président de la République, Vital Kamerhe, a été reconnu encore coupable de détournement des fonds alloués au programme des 100 jours du chef de l'État. Le leader de l'Union pour la nation congolaise, UNC, a été condamné à 13 ans de travaux forcés en appel et ses co-accusés, Sami Jamal, à 6 ans et 1 an pour Jano Mouhima. Condamné à 20 ans l'année dernière, la Cour d'appel a réduit de 7 ans la peine du président de l'UNC. Le parti a la possibilité d'interjecter appel dans le délai qui requiert la loi. Le verdict en appel contre Vital Kamerhe, le militant de l'UNC, ont manifesté mardi soir devant leur siège de Kinshasa. Ils protestent contre la décision de la justice qu'ils qualifient injuste. Commentaire signé Philippe Mvoupi. Nous sommes le soir du mardi, quelques heures après le verdict en appel condamnant au second degré Vital Kamerhe. Comme les images démontrent, la tension a été vive au siège de l'UNC Kinshasa. Les partisans de Vital Kamerhe ont brûlé le pneu en signe de protestation à ces verdicts qui, d'après eux, est truffé d'injustice. Il fallait l'intervention de la police pour apaiser la tension. Suite à cette pression, le nouveau secrétaire général de l'UNC, Billy Kambale, a convoqué une réunion d'urgence mercredi à 10h. Arrivé le jour J, Billy Kambale, devant le militant et cadre de son parti, a décrété à dater de ce même jour des manifestations sur toute l'étendue du pays. Parlons autre chose à présent, rejet de la levée d'immunité d'Augustin Matata Ponyo sur le 96 sénateurs présents à la plénière. 49 ont voté contre. Toujours à ces sujets, les sénateurs ont été corrompus avec 6 000 dollars américains à chacun, d'après une source d'information qui a fait le révélation. Commentaire. Selon une source d'information au Sénat, la corruption prend corps à la Chambre haute du Parlement. Des billets verts, soit 6 000 dollars, ont été mis à la disposition de chaque sénateur pour sauver Matata. Avant la plénière, statuant sur son sort, les sénateurs ont fait le choix entre accepter 6 000 dollars en protégeant l'homme de la cravate rouge et bloquer la justice. 6 000 dollars pour corrompre les sénateurs afin de ne pas lever les immunités du sénateur Matata qui est dans le collimateur de la justice. Le refus du Sénat de lever les immunités de Matata Ponyo fait réagir. Approché Jean-Marie Kassamba salue la position de la Chambre haute et souligne que cela n'est pas une obstruction à la justice, mais un rétablissement de la vérité. Justin Manyongo et David Binga. L'IGF, c'est un service de la présidence de la République. Ce n'est pas à l'IGF d'établir la culpabilité de quiconque. L'IGF, c'est l'OPJ qui fait les enquêtes, qui rassemble les éléments et qui verse ces éléments à qui des droits au pouvoir judiciaire qui doit faire son travail. Et à la fin d'un jugement, on doit maintenant établir la culpabilité de quiconque. Si maintenant un inspecteur de police, un inspecteur quiconque commence à dire X est coupable, X est déjà condamné d'avance, alors dans quel état nous sommes? Aucune obstruction
Alors, aucune obstruction. Le Sénat, c'est une institution. Des sages avec des élus qui s'expriment en leur âme et conscience sur base des règlements d'ordre intérieur, avec l'appréciation du dossier, les éléments à leur disposition. C'est ça une vraie république. Comment voulez-vous que on va faire obstruction à la justice, un pouvoir qui est séparé de la justice? Ça serait en tout cas faire de l'ingérence à la justice d'établir les faits. Le Sénat ne refuse pas, ça fait partie de la procédure. Il y a des gens qui sont élus, qui ont des protections, qui ont des prérogatives. Le président de la République a des prérogatives, a des protections, les ministres ont des protections, les sénateurs ont des protections, les élus ont des protections, les gens de service et de renseignement ont des protections. C'est comme ça fonctionne dans n'importe quel pays. Il ne faut pas qu'on puisse, parce qu'on n'aime pas la tête de X, on dit voilà, allez, lui, on peut l'expédier assez rapidement. Ce n'est pas comme ça. Il y a par exemple 2 ministres dont la procédure est toujours aujourd'hui pas avancée, l'ancien ministre de la Santé, l'ancien ministre de la Formation. Là, on n'en fait pas une tonne de revendications. Mais ça, c'est dangereux de dire que le chef d'État donne un mot d'ordre. Mais le chef d'État ne peut pas donner un ordre à des élus. Le chef d'État ne peut pas donner un mot d'ordre à des élus. Les chefs de l'État... Ah non, mais écoutez, le chef d'État ne peut pas donner un ordre aux élus. Le chef de l'État, il est le garant du bon fonctionnement. Qu'est-ce que ça veut dire? Le chef d'État assure l'indépendance des institutions. Chaque institution fonctionne selon ce que le texte lui reconnaît comme prérogative. Il ne faut pas prêter au chef d'État l'intention qu'il ne peut pas avoir. Au PPRD, India Omari félicite le Sénat qui a refusé de céder à la pression et a opté de rendre justice à un innocent dont l'UDPS voudrait rendre un bouc émissaire de leur échec de la gestion des affaires de l'État. Toujours Justin Manyongo et David Binga. Non, c'est la victoire du peuple. Vous savez, le Sénat, c'est une chambre haute, une chambre des sages. On ne peut pas ramener des gens par des pratiques éhontées, par des pratiques peu honorables, pour qu'on lève les immunités à un innocent, qu'on lève les immunités parce que telle institution veut à ce qu'on lève les immunités d'un sénateur. Matata a fait quoi? Mais pourquoi ne pas laisser à la justice de faire son travail? Je pense que non, c'est une leçon pour que nos amis cessent les interférences. Nous rentrons à cette formulation où on dit le pouvoir arrête le pouvoir. Mais vous voulez condamner qui? Une institution qui a travaillé dans toutes ses responsabilités. Vous pensez que la justice est au-dessus? Donc les cours et tribunaux sont au-dessus pratiquement de l'institution parlement. Non. À quand le dossier Acacia? À quand le dossier Eteni? À quand le dossier Pierre Moutanga? À quand le dossier John Ntumba et les autres? Vous pensez que la justice est là uniquement pour le PPRD ou le FCC? Et la justice n'est pas pour les autres. Et vous voulez faire de cette république quoi? Une brève dans ces journaux, élections dans les délais en RDC et la démocratie. La sous-secrétaire adjointe chargée de la démocratie, des droits de l'homme et du travail des États-Unis, Lisa Peterson, a échangé ce mercredi 16 juin avec le président de l'Assemblée nationale. Pas de glissement, c'est le message de la diplomate américaine à Mbosso et à Kabound. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue ougandais, Yoweri Museveni, ont inauguré ce mercredi la stèle symbolisant le lancement de travaux de construction de routes Kassindi-Beni, Beni-Butembo et Bunagana-Rutshuru-Goma. Commentaire.
Le président de la République, Félix Tshisekedi, a été accueilli par son homologue ougandais Yoweri Museveni ce mercredi 16 juin 2021 dans la ville de Pondwe, une ville frontalière avec la République démocratique du Congo. Sur place, là où le président ougandais l'attendait, Félix Tshisekedi a eu droit aux honneurs. Un entretien entre ces deux personnalités est prévu pour la circonstance. Autre activité prévue, c'est la pose de la première pierre pour la construction de 3 axes routiers entre la RDC et l'Ouganda, à savoir Beni Kasindi, Beni Butembo et Bunagana Ruchuru-Goma. Des ouvrages qui vont coûter plus ou moins 300 millions de dollars américains, exécutés par une firme indienne basée en Ouganda qui financera le travaux à hauteur de 60%, signalant que la construction de ces routes d'interconnexion vise le renforcement du commerce bilatéral entre les deux pays. 2 accords ont été signés le jeudi 27 mai 2021 car les deux pays attendent de tirer pleinement profit de leur proximité géographique. Au Parlement, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en voie de perdre sa majorité en moins de 24 heures, les députés nationaux et sénateurs ont fait subir 2 reverses à l'Union sacrée en rejetant tour à tour la loi d'habilitation et le refus de lever les immunités de Matata Ponyo. Dieu merci Kanyonga. Et si la majorité accuse par Félix Tshisekedi n'était que des façades, sinon de courte durée, en tout cas, c'est du moins ce que l'on peut craindre à analyser l'évolution des derniers faits. En moins de 24 heures, l'Assemblée nationale et le Sénat ont fait subir 2 reverses à l'Union sacrée. À la Chambre basse, les députés ont rejeté l'examen de la loi d'habilitation, tandis qu'au Sénat, des élus ont refusé de lever des immunités de Matata Ponyo, ancien Premier ministre poursuivi dans une affaire de détournement. S'il est vrai que cette levée d'immunité n'a pas été demandée par la justice et non Félix Tshisekedi, il est autant vrai que dans une rencontre avec le sénateur de l'Union sacrée le 5 juin dernier, le président de la République les avait exhortés à ne pas entraver l'action de la justice, ce qui donnait déjà comme un sort scellé contre Augustin Matata Ponyo. Une crise en perspective, il est évident que le conseil du président de la République n'a pas été suivi, la conséquence logique de ce refus de levée d'immunité est que la Chambre haute risque de devenir pour Félix Tshisekedi un obstacle dans un combat contre l'impunité. De toute évidence, s'il ne réagit pas d'autorité en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, Félix Tshisekedi sera l'otage des chantages du Parlement, surtout si l'on sait que l'Assemblée nationale a aussi refusé de lui octroyer le plein pouvoir de légiférer par ordonnance pendant les vacances parlementaires et pourtant à 3 tiers, elle est composée des députés nationaux de l'Union sacrée de la nation. Toujours en rapport avec le dépassement budgétaire en RDC, la primature a dépensé 11,4 millions de dollars américains à la fin du mois de mai. Commentaire. La primature a dépensé au cours des 5 premiers mois de l'année, soit de janvier à fin mai, 23,6 milliards de francs congolais, 11,4 millions de dollars américains contre le prévision linéaire de 32,8 milliards de francs congolais, 15,9 millions de dollars, soit 71,6%, indique le rapport de fin mai du ministère du Budget. Depuis le début de l'année, seules les dépenses de rémunération, 15,4 milliards de francs congolais, soit 7 452 699 millions de dollars américains et de fonctionnement, 8,2 milliards de francs congolais, soit 4 millions de dollars, sont payés, tandis que les investissements pour le compte de la primature n'ont pas connu de paiement. Il faut souligner que pendant presque 2 mois, du 15 février au 26 avril, l'État congolais a pris en charge 2 premiers ministres, Sylvestre Ilunga, les sortants, et Sama Lukonde, les entrants, ce qui a eu un impact considérable sur l'augmentation de dépenses de la primature. La loi de finances 2021 renseigne que le total de dépenses de la primature pour l'exercice en cours est de 78,9 milliards de francs congolais, soit 38,1 millions de dollars américains. On en parle dans ce journal Affaires Congolité. Les députés nationaux du Grand Katanga haussent leur ton et qualifient cette démarche de stupidité. Philippe Mvoupi, commentaire. Nous, députés nationaux
et représentant légitime du peuple congolais en général, et plus particulièrement des populations vivant dans les 4 provinces issues du démembrement de l'ancienne province du Katanga, à savoir les provinces du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Lualaba et du Tanganyika, suivons avec la plus grande attention et inquiétude l'effervescence et les agitations que suscitent les déclarations d'un compatriote sur ce qu'il appelle la congolité. La congolité, dans l'entendement de ce compatriote, s'exprimerait en termes de pourcentage de la nationalité. 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,5%. Et donc, selon lui, ne peut accéder à la fonction de président de la République que celui qui est né de père et de mère congolais, c'est-à-dire 100%. Idée surannée, stupide et rétrograde, car entraînant l'exclusion d'une partie de nos compatriotes congolais d'origine. Il a été démontré que la division et l'exclusion ne construisent jamais une nation. Nous rappelons que dans un environnement démocratique, pour accéder à un mandat électif, le choix revient au peuple souverain. Recrudescence de la Covid-19, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a annoncé la fermeture de discothèques, boîtes de nuit pour 15 jours suivants. Il y a plus d'une année, je m'adressais à vous pour annoncer une série de mesures prises dans le cadre de la riposte face à la situation de crise inédite provoquée par l'apparition de la maladie à coronavirus. Bien que nous déplorons la perte de nombreux de nos compatriotes, force est de constater que de mars 2020 à ce jour, l'adhésion collective à ces mesures nous a permis d'une manière générale de contenir les 2 premières vagues de contamination. La propagation du virus a été en effet circonscrite et ralentie sur toute l'étendue de notre territoire, ce qui a, par ricochet, rendu possible la limitation de l'impact négatif de la pandémie sur notre tissu socio-économique. J'ai décidé d'instaurer les mesures suivantes avec effet immédiat, à observer à compter de ce jour et ce, jusqu'à nouvel ordre. Le maintien et le renforcement du couvre-feu de 22h à 4h du matin. À cet égard, outre les points de contrôle actuels, des patrouilles de la police militaire seront instaurées. Tout contrevenant sera sévèrement puni. Le port du masque obligatoire ainsi que le strict respect des gestes barrières dont le lavage régulier des mains à l'eau et au savon dans tous les lieux publics et l'utilisation répétée des gels hydroalcooliques. L'interdiction de tout rassemblement de plus de 20 personnes sur les lieux publics. L'entrée dans les marchés publics est subordonnée à la prise de température, au lavage des mains ainsi qu'au port du masque. L'interdiction de l'organisation des deuils et veillées mortuaires dans les salles et les domiciles. Les dépouilles mortelles seront conduites directement de la morgue au lieu d'inhumation avec un nombre d'accompagnateurs n'excédant pas 50 personnes. La fermeture des discothèques et des boîtes de nuit pendant une durée de 15 jours. Les restaurants resteront ouverts dans les conditions de strict respect des gestes barrières. En ce qui concerne les établissements scolaires et universitaires, ceux-ci demeureront ouverts à la seule condition de renforcement de l'observation des gestes barrières. Dans ce contexte, et comme je l'avais annoncé dans mon récent point de presse, toutes les manifestations prévues dans le cadre des festivités du 30 juin sont annulées. Que Dieu protège la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Après l'annonce du chef de l'État sur les mesures barrières, la population quinoise en réagit au micro de Kavin Lekela. Bon, d'abord, je salue cette initiative parce qu'en tant que garant de la nation, il a utilisé son pouvoir pour essayer un peu de prendre ses décisions. Donc, parce que lui-même, lors de son speech, il avait bien dit qu'il va prendre des mesures fortes. Mais à en croire ce que nous avons entendu comme étant mesure, je n'ai rien vu de mesures fortes là-dessus. Et par contre, la situation semble encore être beaucoup plus banalisée. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que vous allez voir que, et certainement, il y a l'école qui va continuer, même au niveau des autorités qui sont censées faire appliquer et ce respect strict, on voit ce qui se passe dans la C de 1 et de 2.
On dit aux églises, on doit réduire le nombre du personnel. Oui, à l'église, on réduit, mais aux universités, on ne réduit pas. Prenons l'université telle que l'UNEKIN a une capacité d'accueil de combien d'étudiants? On voit dans des pays sérieux, beaucoup plus sérieux, comment est-ce qu'on s'organise pour éviter cette troisième vague. Mais chez nous ici, on parle de décisions sérieuses, de mesures fortes, mais excusez-moi madame la journaliste, je n'ai rien vu de mesures fortes là-dessus. Par contre, je vais demander à ces autorités-là de bien considérer que cette maladie est existante. Si certainement elle existe, oui, prenons des mesures qui sont sérieuses, qui vont protéger la population. Les maladies sont donc réelles. Attendez, bato musu ba ndi matin mais ba onde ba konzi bazo kambambo. Eza na ngoka bien tozo biso tozo tosango po ba mususu bazo lela ba mususu ba liaka ka na ba mutu so ba dimi. Neti ba bar bato mususu ba travailler kuna bazo lela pe. C'est normal. Mais ata ba onde ba ozo wana ba yebi ke eza ECP ça va tenir sauter. Eza malade il faut ka bato ba tos. Vu les problèmes qui comptent le pays pour le moment, la troisième vague de cette maladie trop virulente. Alors pour se protéger, le chef de l'État n'a fait que réveiller la conscience du peuple congolais. Nous avions eu l'habitude de négliger les gestes barrières, la distanciation sociale. Et pour moi, je ne peux qu'encourager cela. D'autant plus que cette maladie tue. Le coronavirus tue sincèrement. Alors nous devons prendre toutes les dispositions pour nous protéger. Controverse autour de bâtiments abritant le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire Eberhard Kolongele, ministre du numérique, jette l'éponge après la pression des étudiants. Commentaire. Le personnel administratif et une frange d'étudiants ont protesté ce mardi 15 juin devant le bâtiment du cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire situé sur l'avenue du colonel Tchachi dans la commune de La Gombe, où le personnel avait été déguerpi lundi 14 juin dernier sur ordre du ministre du numérique Eberhard Kolongele, avec le concours de ces groupes d'étudiants utilisés par le cabinet de l'ESU pour faire pression. Les membres du cabinet de Moïndo Nzangi ont pu regagner leur bureau. Notons que, selon certaines personnes trouvées sur le lieu, cet ancien bâtiment administratif de l'UNASA avait été réhabilité par une société appartenant à la femme de Thomas Louaka, ancien ministre de l'ESU. Il s'avère que, non-respect de la procédure de passation de marché, cette société n'avait pas perçu le financement. Et pour pallier à cette situation, avant la remise et reprise, un arrangement avait été trouvé entre Thomas Louaka et Eberhard pour occuper ces bâtiments afin de mieux y suivre la régularité du dossier, afin que la société de la femme du ministre honoraire de l'ESU perçoive son argent. Le secret d'État étant de mise, le ministre du numérique était dans l'obligation de passer par une autre voie, sans tenir compte des conséquences futures. Pour rappel, les agents et cadres du cabinet du ministre de l'ESU ont été empêchés par la police d'accéder au bâtiment sur ordre du ministre du numérique, alors que son collègue Moïndo Nzangi est en mission de service à l'Est. Une situation qui a choqué plus d'un Congolais qui allait assister à une première confrontation entre membres du gouvernement Sama Lukonde. En sport, c'est officiel, Constant Omari a démissionné de sa fonction du président de Fédération congolaise de football association, annonce faite au cours d'un point de presse tenu au siège de la FECOFA. Après la vraie fausse démission de Constant Omari qui a fait vibrer la toile dans l'après-midi du mardi, la vérité est enfin connue. Le président de la FECOFA a appliqué la voie la plus correcte pour mettre à nu sa décision au cours d'un point de presse que lui-même a animé ce mercredi au siège de la fédération. L'homme moderne n'a pas caché sa volonté de quitter la tête de l'instance nationale du football. Avec la tête haute, j'ai décidé de rendre le tablier et de quitter la FECOFA, a-t-il déclaré, signalant que Constant Omari s'avance donc avant de partir puisque son mandat courait jusqu'en décembre 2021 où son successeur devrait être connu à l'issue d'une assemblée générale élective. Place à l'invité du journal. Monsieur Jean-Marc Kabound, arrêtez de fuir vos responsabilités. La critique était facile ici quand Kabila était là. Vous n'avez pas le droit de vous plaindre comme nous. Arrêtez de parler de l'inconscience collective. Non, c'est votre inconscience à vous, l'UDPS qui est au pouvoir. Colette Sabiso Bertin? Comment Jean-Marc Kabound peut dire des choses comme ça? Colette Sabiso Bertin?
Quand il parle de l'inconscience collective, nous ne sommes pas au pouvoir. Nous, peuple, nous ne sommes pas au pouvoir, M. Kabound. Ne fouillez pas les débats. Il dit un budget faible, un train de vie est une inconscience collective. Non, non. Si inconscience il y a, l'inconscience est au niveau de ceux qui sont au pouvoir. Et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est l'UDPS. C'est l'UDPS. Monsieur Kabound, on n'arrive pas au pouvoir pour se plaindre. Vous avez critiqué Kabila ici. Vous l'avez déshabillé. Vous êtes au pouvoir. Montrez-nous de quoi vous êtes capable. Arrêtez de vous plaindre. Un homme au pouvoir ne se plaint pas. Lorsqu'on arrive au pouvoir, on agit pour améliorer la situation de ses concitoyens. Nous ne sommes pas inconscients. C'est vous. Arrêtez, M. Jean-Marc Kabound. Ce n'est pas une inconscience collective. Si inconscience il y a, l'inconscience, il faut aller les trouver dans le chef de ceux qui sont au pouvoir. Parce que c'est à eux d'impulser des politiques publiques. Comment M. Kabound peut se plaindre ici? Lorsque M. Tshisekedi arrive au pouvoir, il trouve près de 300 conseillers. Mais lisez le tout dernier rapport de l'ODEP. La présidence de la République est à plus de 1000 personnes aujourd'hui. Ça, c'est le peuple qui a demandé au président de la République de multiplier fois 2, fois 3 le personnel de son cabinet? Non, M. Kabound. Arrêtez cette hypocrisie. Arrêtez cette hypocrisie. Kabila a laissé près de 400 conseillers. Selon le tout dernier rapport de l'ODEP, aujourd'hui, à la présidence, vous êtes à plus de 1000. Vous êtes à plus... Est-ce que c'est moi, peuple, qui ai demandé à M. Tshisekedi de multiplier? M. Tshisekedi arrive au pouvoir. Nous avons des problèmes avec notre budget. Il multiplie les agences. Dites-moi, qu'est-ce que l'agence sur les changements de mentalité fait? C'est rempli de pasteurs venus de la diaspora qui sont là-bas. M. Kabound, répondez, c'est vous, l'UDPS, qui est au pouvoir. C'est votre pouvoir. Qu'est-ce que l'agence de changement de mentalité fait dans ce pays? Dites-le moi. Vous avez l'IGF, vous avez, comment ça s'appelle, la Cour des comptes. Qu'est-ce que l'agence de lutte contre la corruption fait dans ce pays? Il faut nous dire. Arrêtez de parler d'une inconscience collective, M. Kabound. Soyez courageux puisque vous soulevez les débats. Tirez vers là où il y a la cible. Tirez vers là où il y a la cible. Vous êtes au pouvoir. Mettez en place des politiques publiques capables de renflouer les caisses de l'État. Vous arrivez à la présidence de la République. Kamere nous a dit, vous trouvez un barème salarial là-bas à la présidence. Vous dites non, c'est aussi notre temps, nous devons nous retrouver. Vous multipliez ça fois 3. C'est le peuple qui vous a demandé de multiplier ça. Quand Kabound parle de l'inconscience collective, qui lui a dit ça? Kamere dit ici lors de son procès de 100 jours que vous avez multiplié les salaires fois 3. C'est nous? Pourquoi Kabound doit parler d'une inconscience collective? Je refuse de porter la responsabilité de ce que je n'ai pas fait. Il ne s'agit pas d'une inconscience collective, M. Kabound. Soyez courageux, puisque vous soulevez les débats, ciblez. Attaquez la bonne cible. Attaquez la bonne cible. Qui vous a demandé de multiplier vos salaires à la présidence fois 3? Vous parlez des trains de vie des institutions. Depuis que vous êtes là, la présidence ne fait que des dépassements budgétaires. Lisez le tout dernier rapport de l'ODEP. On a dépassé des 110, on a dépassé de ceci. Qui a demandé à la présidence de ne pas respecter la loi des finances, M. Kabound? Arrêtez de nous tromper, monsieur. Qui a demandé à la présidence de dépasser les budgets? Dites-nous. Ça, c'est l'inconscience collective. Moi, Claude Perrault, Loire Peuple, je suis allé là-bas. Ça, c'est l'inconscience collective. Depuis que vous êtes là, la présidence ne touche que des plafonds en termes de déplacement budgétaire. La présidence ne touche que des plafonds. Et vous, vous êtes au pouvoir, au lieu de mettre en place des trains de mesures, des mécanismes pour changer la situation, monsieur se plaint. Non seulement qu'il se plaint, il parle de l'inconscience collective. Qu'est-ce que moi j'ai comme pouvoir pour changer les choses? C'est vous qui êtes au pouvoir. C'est vous qui devez mettre en place des mécanismes, des structures pour lutter contre ces choses. Quelle inconscience collective? Vous avez compris que nous sommes à la fin de cette grande édition du journal, mesdames, messieurs. L'actualité en continue sur notre site www.vrajournal.net. Mesdames, messieurs, cette édition du journal est complètement terminée. Au revoir.